Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver déjà pour une 299e rencontre, je m'y perds à chaque fois, Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Lolita Sen pour un été chez Gida. C'est un roman, on reparlera peut-être de ce mot qui peut être sujet à divers débats aux éditions du Cherche Midi. Lolita, c'est votre premier roman véritable. Vous avez déjà écrit un premier livre sur la cocaïne aux éditions Robert Laffont il y a à peu près 7 ans. Vous revenez avec un sujet totalement différent et une vraie matière romanesque. Comment on passe d'un sujet à l'autre? J'aimerais déjà que vous nous en disiez davantage sur vous. Vous êtes vigneronne actuellement et là aussi il y a un beau passage sur le vin, notamment dans un été chez Gida. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous parliez de votre rapport à la littérature, de la manière dont vous écrivez. Vous êtes passé par un premier récit autobiographique et ensuite la matière romanesque s'est inscrite en vous. Racontez-nous ce cheminement que vous avez fait en tant qu'écrivain. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Oui, donc j'ai été publiée aux éditions Robert Laffont en 2015 avec Ces points et le sous-titre La face noire de la blanche. Donc au départ, j'étais plus partie pour écrire un roman, pour avoir une liberté d'écriture, pour pouvoir voilà, me laisser aller complètement et pas avoir la crainte aussi du regard familial sur soi, surtout quand on écrit sur un sujet sur la cocaïne. Il n'y a pas forcément toute la famille qui est au courant de nos soirées parisiennes, voilà. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai d'abord écrit un blog anonymement, et c'est par le blog que j'ai eu beaucoup de presse et que mon éditrice m'a découverte. Juliette Donc, F. comment? Juliette F. Juliette F, le blog, oui. Et mon éditrice, donc Emmanuelle de la Comté, m'a découverte à travers ce blog. Et très vite, elle m'a proposé de plutôt faire un récit, puisque j'avais quand même une communauté de lecteurs sur le blog, une grosse communauté de lecteurs, et qu'ils attendaient en fait le bouquin. Donc, naturellement, ça s'est fait en récit, même si il y avait déjà eu des moments où j'avais rencontré des éditeurs et ils avaient très envie de me publier euh, parce que bah, j'écris plus du roman que du récit. Mais comme vous dites, parfois c'est un peu poreux, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la limite est un petit peu vague entre les deux, en tout cas dans mon style. Alors maintenant, j'aimerais que finalement, c'est vous voyez, j'ai encore oublié, j'ai encore oublié. Euh, Lolita, j'aimerais que vous nous parliez surtout de ce qui s'est passé entre les deux finalement. Qu'est-ce qui a créé un été chez Gida? Quelle est la genèse de ce roman-là? Comment on évolue en tant qu'écrivain et on décide d'écrire sur un tel sujet? Alors, un été chez Gida, en fait, les premiers chapitres, je les avais déjà écrits en 2015. Et je présentais le livre sous le thème du développement de la sexualité d'une jeune fille. Donc, je parlais de ce lourd passif dans ma famille. Et ensuite, la suite du roman, c'était sur la découverte de la sexualité en tant qu'adolescente, puis une fois adulte. Finalement, c'est mon éditrice qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup en fait la partie sur la Kabylie et qu'elle souhaitait que je développe ce thème. Et j'ai mis du temps pour le développer, j'ai mis du temps pour me lancer. Entre-temps, j'ai écrit d'autres choses, j'ai écrit d'autres romans qui n'ont pas été publiés, voilà, sur d'autres passages de ma vie ou qui n'ont pas abouti, ou voilà. Et puis je suis revenue en fait sur un été chez Gida de manière assez presque violente. C'est-à-dire que j'ai écrit le livre l'année dernière en 2022, donc à la sortie des vendanges. Je venais d'être maman d'un petit garçon et je pense que tout ça m'a beaucoup bousculée et beaucoup amené à en fait un peu plus en connaître sur mon passé, ma famille et d'où je viens et des Harkis, des Kabyles, qui est une culture quand même extraordinaire, je trouve.
et tout ce bouleversement intérieur m'a poussée, en fait, m'a convaincue aussi pour écrire Un été chez Gida, que j'ai donc commencé à écrire à la sortie des vendanges, donc septembre 2022, que j'ai laissé reposer pendant presque un an, non, pendant quelques mois, et que j'ai envoyé à mon éditrice en décembre. Comment on sent dans ce roman-là qu'il y a beaucoup de douleur. On parlera tout à l'heure du silence, on parlera évidemment de cette mainmise du matriarcat, on parlera beaucoup de choses et notamment de cette relation, de ces relations avec toutes ces femmes. Mais avant ça, j'aimerais que vous nous parliez aussi de de vos ressentis, de vos émotions au moment d'écrire. Comment on écrit avec de la souffrance, avec de la violence? Jusqu'où on s'arrête? Est-ce qu'il y a une véritable limite? Véritablement, on sent au fil de l'écriture, on vous sent exister en tant qu'écrivain, on vous sent vivre en tant qu'écrivain. C'est extrêmement incarné. J'aimerais que vous nous parliez aussi de ces moments d'écriture. Oui, c'était très, très, très intense. J'ai beaucoup écrit à la fin de mes journées quand mon fils était couché ou alors tôt le matin. Et le livre me prenait complètement, mon histoire ressortait parfois même de manière un petit peu étrange, avec des flashbacks que j'avais presque oubliés, notamment dans la relation entre la fille et la mère. Et oui, c'est clairement un livre que j'ai écrit avec énormément de douleur qui jaillissait de moi. Et euh, quand on écrit de cette manière-là sur un sujet aussi fort, enfin, moi j'ai beaucoup pleuré. Ça m'a pas, je peux pas dire que ça m'ait guéri d'écrire ce livre, mais au moins ça a permis de mettre toute mon histoire, toute mon enfance dans quelque chose de concret et pas juste des pensées ou pas juste de l'échange avec un ami ou un psy ou voilà. Alors tout à l'heure, on parlait de la porosité entre roman et peut-être autobiographie ou récit. Justement, dans ce roman-là, comment on sépare justement ces deux matières? Est-ce qu'il y a véritablement une matière romanesque euh, totale? J'imagine que non, bien sûr que non. Mais cela étant, comment vous séparez, comment vous triez les informations que vous avez vécues, que vous avez prises ici ou là, et avec le côté romanesque? Finalement, qu'est-ce qui émerge? Quelle est la partie immergée de l'iceberg? Pour moi, c'était évident de faire un roman parce que toute ma famille est complètement explosée. Donc, je n'ai pratiquement plus aucun lien avec mes cousines, mes tantes, mes oncles. Donc, il y a beaucoup de moments du livre où je devais inventer, notamment par exemple la voix de Gida ou la voix de certaines tantes ou, ou alors des moments assez durs de leur jeunesse où j'avais eu quelques bribes d'informations, mais rien de très, voilà, rien de très profond et où j'ai dû en fait faire confiance à une espèce d'instinct de peut-être de choses que j'avais entendues dans mon enfance et qui étaient en fait en moi. Et avec ce que j'avais en moi, le mettre sur le papier et essayer de traduire une émotion de cet instant où je n'étais pas parce que ça s'est passé avant ma naissance ou parce que voilà, ou parce que ça se passait en Algérie. Et donc c'est là où il y a le côté romanesque parce que j'ai fait parler des personnes qui ne m'ont pas raconté leur histoire et que j'ai dû traduire euh, tout en aussi en faisant des recherches sur les Kabyles, sur les Harkis, en posant des questions aussi à ma mère ou à deux, trois cousines, mais sans avoir non plus toutes les réponses sur ce passé. Et justement, cette utilisation du jeu dans la narration, elle est quand même fortement incarnée. Est-ce que vous avez hésité à l'utiliser? Non, 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 pas du tout. En tout cas, tout ce que j'ai écrit, j'aime bien être ouais, à la voix active, jeu, et c'est aussi le type de roman que j'aime lire. Donc, D'ailleurs, on n'a pas parlé du pseudonyme. Lolita Sen en est un. Justement, comment vous envisagez les choses par rapport au fait
de masquer finalement votre réalité? Est-ce que c'est un pseudonyme qui permet d'être totalement active en tant qu'écrivain? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous permet euh, d'exister sans forcément, finalement, un petit peu comme, comme Esther, de taire finalement les choses? Comment vous avez envisagé les choses par rapport au pseudonyme? Mais Lolita Sen, c'est pas un pseudonyme, c'est mon vrai nom. Ah, c'est Juliette F alors qui était un pseudonyme. Oui. Autant pour moi, j'étais persuadé que ça en était. Non, non. Très bien, je n'ai rien dit. Euh, Oui, mes parents m'ont appelé Lolita. Très bien. Il y a d'ailleurs un beau passage dans le livre sur ce Fallait pas. prénom-là qui j'imagine, fait état par rapport au chanteur Renaud. Pour le coup, C'est ça. un hommage. Oui. Mm, mm. Très bien. J'aimerais qu'on parle de Gida maintenant, puisque elle apparaît dans le titre et c'est pas forcément, c'était pas forcément une évidence. C'est un titre extrêmement doux, malgré le fait que ce soit des sujets extrêmement violents et douloureux. Ce titre-là, Un été chez Gida, il est quand même, on aurait presque pu penser, si on ne connaissait pas le sujet du livre, que c'était presque un sujet feel good, finalement, quelque chose de totalement désincarné, de quelque chose, un petit été, finalement, partir en vacances chez sa grand-mère. C'est toujours dans la littérature, la grand-mère est toujours une figure extrêmement réconfortante. Pour le coup, ce n'est pas le cas. Un été chez Gida, c'est une volonté forte aussi de dématérialiser l'horreur. Oui, complètement. J'avais besoin Alors déjà, il y a le mot un été, donc c'est au singulier, alors qu'il y a plusieurs étés. Donc, appeler ce livre Un été chez Gida, c'est un peu comme un cauchemar rêve, quoi, comme si tout était un peu flouté et qu'on ne sait plus quel été et où on se trouve dans l'enfance, en fait. Euh, oui, et puis le côté Un été chez Gida, c'est aussi un peu comme Romer, quoi. C'est être dans. C'est avoir l'impression de rentrer dans un livre où tout va bien se passer et puis en fait être pris un peu voilà, être un peu. Ouais. En tout cas, pour moi, c'était une évidence aussi de donner un titre doux à un livre dur. Et même, Peut-être parce que d'ailleurs, mon récit Ces points, euh, finalement, c'était Ces points pour la cocaïne. Et finalement, c'était peut-être un peu trop frontal, je sais pas. J'avais envie de quelque chose qui dénote un peu, qui soit un petit peu voilà, en opposition. par rapport à ce titre-là, c'est même au-delà du titre, puisque même dans la narration, il y a parfois des passages extrêmement doux. Il y a des passages qui englobent l'horreur dans vos effets stylistiques qui sont extrêmement bien trouvés à chaque fois. Vous êtes en subtilité, vous êtes en creux, finalement. Vous n'affrontez pas, même les mots, finalement. Les mots ne sont pas forcément dits de manière extrêmement frontale, notamment l'inceste. Pour le coup, cette volonté-là, c'était une volonté d'écrivain ou une volonté de femme, tout simplement. Je pense plus une volonté d'écrivain, même si j'aurais pas forcément dit ça directement. Non, parce que c'est pas du tout une volonté de femme. Je pense que j'ai eu des années extrêmement dures envers moi-même, envers les autres, parce que j'étais dans une forme de violence, avec une grosse violence en moi, parce que je ne pouvais pas m'exprimer. Et tout ça, j'ai réussi à le travailler, à le dépasser. Donc finalement, ça se retrouve dans mon écriture. C'est ni en fait une volonté, enfin, c'est pas une volonté, c'est juste que ça se fait naturellement. Et oui, oui, voilà. Pardon. J'aimerais qu'on parle de Gida en tant que tel, mais de manière déjà plus générale, de cette famille de 40 personnes. C'est quand même à chaque fois des événements où la famille se réunit avec évidemment leurs différents caractères, leurs différentes facettes et aussi leurs différentes euh, traîtrises, casseroles, délits. Pour le coup,
Comment vous la qualifieriez, cette famille kabyle, très haut en couleur, avec une protection constante? J'ai l'impression que cette famille-là, elle est finalement au-dessus des lois, elle est au-dessus de tout. C'est la valeur cardinale de finalement tout cet environnement kabyle. Est-ce que la famille a véritablement un pouvoir aussi grand? Alors, ça dépend du point de vue. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, pour moi, je pensais que tout le monde avait des familles de ce type-là. Enfin, que je ne me posais pas vraiment la question de trouver ça étrange par rapport à... Je savais que j'avais quelque chose de décalé, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Et puis, bon, bah, c'était ma famille. Et voilà. En grandissant, j'ai commencé à développer une forme de gêne, presque de honte, en fait, envers cette famille kabyle. Et puis, euh, et à presque la dénigrer, à plus vouloir en faire partie non plus. Euh, alors, je pense que c'est en fait, c'est pas le problème que ce soit une famille kabyle ou qui vienne d'Algérie ou exilée ou quoi. C'est plus le problème de la famille. Et je pense que ça se retrouve dans plein de civilisations. En effet, ce côté familial où rien ne doit sortir en fait de la cellule familiale parce qu'on ne doit pas faire honte à son voisin, qu'on soit en Europe ou ailleurs. Et, hum, et alors aujourd'hui, on est peut-être dans une société où les choses sont en train de bouger, mais c'est vrai que jusque dans les années 90, cette cellule familiale ne devait pas être brisée. Et puis, et, et donc voilà, la famille, c'était tout en fait. C'était tout sur quoi l'enfant pouvait se baser. Et c'était grâce à la famille que l'enfant survivait. Donc, on ne brisait pas une famille. On ne brise pas une famille. Je pense que c'est plus ce retour-là, en fait. Mm. Et même la famille est quasiment un sujet tabou. Finalement, on ne parle pas de ce qui est négatif. Et on a l'impression aussi que dans cette famille, comme dans tant d'autres, hein, vous avez raison bien sûr de le dire, euh, on a l'impression qu'aucun membre ne bouge, qu'aucun membre, on a envie de secouer certains membres en leur ouvrant les yeux, en essayant de... Ça paraissait flagrant finalement. Toutes ces affaires paraissaient presque flagrantes avec ce personnage de Ziri. Pour le coup, comment on explique l'aveuglement? Comment on explique l'aveuglement de toutes ces personnes? Sur 40 personnes, il n'y en a pas une qui a tenté de voir. C'est peut-être ce qui est le plus frappant dans cette famille-là. Oui, parce que c'est un aveuglement qui est accepté, parce que c'est pas vraiment un aveuglement, parce que à peu près tout le monde sait. Je pense que la, en fait, la douleur de cette famille, enfin, la douleur s'est propagée sur cette famille à partir du moment où il y a eu un exil. Et l'arrivée en tant qu'exilé, en étant passé par les camps de fortune, en essayant de s'intégrer, en essayant d'être, voilà, hein, de s'intégrer dans la France, fait qu'ensuite, on a honte. Donc, on n'ose surtout pas, en fait, parler de ce qui se passe à l'intérieur et on veut surtout pas déranger. Donc, même à l'intérieur de sa propre famille, on reste totalement immobile. Et puis, il faut pas oublier aussi que même si c'est une société très patriarcale, euh, à la maison, c'est surtout la mère qui dirige. Donc là, en l'occurrence, Gida, qui est la grand-mère ensuite par rapport à moi ou par rapport à Esther. Et c'est la mère qui dirige plus que le père à la maison. Euh, et donc, on a, les enfants ont cette crainte, comme on peut avoir une crainte de Dieu ou une crainte de la loi ou une crainte de... Mais les enfants ont toujours cette crainte des parents, voilà. Donc, personne n'ose dire parce que dans tous les cas, il y a soit la violence physique, la violence verbale, la honte qu'il peut y avoir en dehors de la famille, la honte que peut porter la société française sur eux. Donc, ça forme des personnes qui sont totalement, voilà, ankylosées. Après, il y a aussi, c'est ce qui est troublant, c'est qu'il y a une générosité, une joie permanente, le fait d'être beaucoup, le fait d'être beaucoup aussi, ça fait qu'on n'arrive pas non plus à savoir à qui vraiment parler.
il y a du favoritisme, il y a des engueulades, il y a des tensions, il y a voilà, c'est beaucoup de choses à gérer et donc ça peut peut-être voilà accentuer les choses sur une immobilité, sur un silence. Et justement, par rapport à toutes ces retrouvailles, à toutes ces fêtes, les enfants ne comprennent pas aussi. Les enfants ne comprennent pas comment les parents peuvent encore accepter que Ziri vienne, par exemple, dans les réunions. Et c'est aussi transgénérationnel et c'est aussi là où je veux en venir sur votre construction de récit où vous donnez la parole à toutes ces générations, d'Esther la plus petite, à Laïla la mère, à Gida la grand-mère. Cette construction-là, elle est extrêmement intéressante parce que vous donnez la voix à chacune de ces femmes. Ça aussi, il fallait que ce soit de génération en génération, il fallait absolument donner la voix à toutes ces femmes. C'est absolument pas fait exprès non plus. J'ai écrit le livre et c'est ensuite que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais donné la voix qu'aux femmes. Euh, oui, le père d'Esther apparaît que très peu. Les cousins sont à peine évoqués. Les oncles n'ont pas de droit de parole. Ça, ça s'est fait naturellement. Je pense que j'avais un besoin en fait d'exprimer la douleur de mes tantes, de ma mère, euh, de pouvoir la dire, la poser quelque part parce que malgré la souffrance d'Esther dans sa jeunesse, en fait, la mère d'Esther, Leïla, a beaucoup souffert aussi. Et cette violence, ensuite, elle est transmise de nouveau. Et en fait, c'est un serpent qui se mord la queue et qui ne s'arrête jamais. Mais j'avais besoin de parler aussi de la douleur de Leïla et, et des autres tantes, plus que de faire parler les hommes, parce que oui, ils ont été beaucoup plus protégés, parce qu'il y a cette vénération du garçon et de l'homme dans les familles kabyles ou musulmanes. Et oui, bien sûr que je l'ai ressenti, que mes cousins étaient préférés, que mes oncles étaient préférés, que mon grand-père, que je n'ai jamais connu, était absolument vénéré. Enfin, donc j'avais envie en fait de recaler les choses et de donner aussi la voix à ces femmes qui n'en ont pas. Justement, c'est aussi un roman entre une mère et son fils, finalement aussi. On sent que Gida protège évidemment, bah, évidemment non, pas évidemment, mais protège son fils contre vents et marées, ne veut pas voir justement ce qu'il a fait. Est-ce que c'est une sorte de dilemme? Est-ce que vous avez aussi eu envie de montrer à quel point c'est peut-être pas si évident, pas si manichéen de protéger un enfant ou de protéger sa famille des exactions qu'elles ont pu faire? Oui, c'était un petit peu un dilemme parce Et que finalement, en fait, en même temps, c'est oui. dur de le dire ainsi parce que ça ne devrait pas forcément être un dilemme. Mais pour le coup, c'est vrai que, en fait, je me demande comment les maires de Ziri, les maires au sens général, réagissent face à ça. Est-ce qu'il y a véritablement une solution? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit entre guillemets, est-ce que vous auriez une réponse à cela? Alors, il y a forcément plusieurs cas de figure, mais je suis à peu près sûre que les violences sexuelles, si elles sont commises, c'est parce qu'il y a eu des violences avant. Pas forcément sexuelles, mais il y a eu une forme de violence, qu'elle soit psychologique ou physique. Ça ne sort pas de nulle part. Et donc, pour moi, le personnage de Gida, en fait, ce que je voulais montrer, c'était exactement ça, son côté noir, blanc, et en même temps aussi le milieu un peu gris, où on ne sait pas trop si on l'aime ou si on la déteste, et parce qu'elle est dans ce truc où euh, elle protège, en fait, elle protège depuis des années, elle protège d'autres histoires avant en Kabylie, elle protège plein de choses. Elle protège, elle est au courant, elle sait. Donc,
quand ça explose et que la loi arrive et que c'est dans les mains de la justice, elle ne peut pas rétropédaler, elle ne peut pas dire je ne savais pas ou qui c'est ce Ziri, elle ne peut pas en fait. Elle le protège dans tous les cas. Elle l'a protégé avant, elle protège d'autres histoires et elle continuera à le protéger. Elle ne peut pas réfléchir de manière différente en fait. Et j'aimerais qu'on parle aussi de la relation entre Leïla et Esther, entre cette fille et cette mère. Cette mère qui est, alors je ne sais pas si on peut la qualifier d'absente, mais en tout cas, elle est, oui, elle a quand même un problème, entre guillemets, parental. Euh, il y a ce manque d'amour et en même temps, vous insérez quand même parfois des moments extrêmement tendres, mais des moments finalement qui sont des moments silencieux, des moments de vide, de creux. On sent que toute cette famille-là, toutes ces relations intrafamiliales sont tissées dans le silence constamment. On a l'impression qu'on ne se parle pas beaucoup dans cette famille finalement. Oui, moi, mon enfance, enfin, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que alors, en fait, surtout, moi, je ne savais pas qu'il y avait d'autres schémas avant. Il a vraiment fallu que je me libère, que je rencontre d'autres personnes et d'autres familles pour réaliser qu'en fait, il n'y avait pas que ce schéma-là, qui était donc le schéma du silence, de la douleur et surtout de la crainte. Esther, avec Leïla, elles ont forcément une relation mère-fille où il y a de la douceur, mais la première émotion pour moi, c'est la crainte de la mère. Donc, c'est la crainte de lui parler, c'est la crainte de la regarder dans les yeux, c'est la crainte de dire quelque chose, parce que dans tous les cas, il y a euh, toujours la possibilité de se faire frapper, de se faire violenter, de se faire insulter. Euh, Pardon, je ne sais plus ce que c'était la question. Par rapport au fait que... ça y est, je l'ai perdu Au aussi. silence. Je l'ai perdu aussi. Si, par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de silence finalement dans ses relations intrafamiliales. Oui, alors le silence, pour moi, c'est presque contagieux. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas que Leïla ne parlait pas avec sa mère, ne parlait pas avec son père, ne parlait pas avec la plupart de ses frères et sœurs, parce qu'il y avait de, voilà, beaucoup de venin entre eux, et puis voilà, des guerres entre frères et sœurs et tout. Et ce silence, après, c'est contagieux, ça se transmet. Et donc, avec Esther, il y a cette même façon de faire, ces mêmes mécanismes de ne pas parler, de taire les choses, de taire les émotions, de ne pas pleurer, de rester un petit soldat, en fait, et voilà, de ne pas avoir, de ne pas se laisser submerger par son côté humain, en fait. Est-ce que justement c'est la société qui transforme ces relations-là ou est-ce qu'au contraire c'est héréditaire? Quand vous dites la société, vous parlez de quelle société? La société actuelle qui nous transforme, notamment avec les phénomènes MeToo, avec l'émergence de la libération de la parole. Est-ce que c'est ça qui nous change finalement ou est-ce que, parce que dans ce livre-là, l'hérédité et la sensation d'hérédité est frappante. On voit que tous les mécanismes, en effet, comme vous l'avez dit, tous les schémas se répètent. J'imagine que vous n'allez pas répéter ces schémas-là. Comment ce changement s'effectue? Est-ce que c'est la société dans son ensemble ou est-ce qu'au contraire, on est finalement blotti et obligatoirement frustré dans cette hérédité? Alors, la société, oui. Moi, je me suis rendu compte que j'ai pu parler de tous ces événements avec des personnes avec qui je n'aurais absolument pas pu, enfin, il y a quelques années, peut-être même aborder le sujet de l'inceste. Là, avec en effet MeToo et toute l'actualité, on a une libération de la parole et avec des personnes avec qui on est proche ou plus ou moins éloigné, on peut aujourd'hui en discuter. Euh, Après, je pense que je vais parler en mon nom, hein. J'aurais pu clairement
continuer ce schéma de silence, perpétuer ce schéma de silence, parce que j'étais clairement dans cette voie, avec énormément, comme je disais tout à l'heure, de violence et d'incompréhension, et donc voilà, à répéter ce schéma, que ce soit dans mes relations amoureuses ou avec des amis même, ou dans le travail, voilà. Mais finalement, j'ai l'impression d'avoir surpassé tout ça, et ça passe en fait par une scisure totale en fait avec ses proches. Et moi, je sais qu'il a fallu que... Je pense qu'il a fallu déjà que je parte, que je fasse ma vie ailleurs, que je quitte la France, que je quitte tout ça pour vraiment me construire et avoir mon propre avis. Et puis après, j'aurais pas pensé dire ça il y a 2 ans, hein, mais finalement, c'est la réalité. Le fait de devenir mère m'a clairement protégée de ma mère et en fait me met dans une position où elle, euh, elle peut plus rien en fait. En fait, j'ai pris le dessus. J'ai grandi. J'ai presque pris sa place, comme on pourrait dire. Mais d'une autre manière, c'est-à-dire que bah, moi, je lui parle, je m'engueule, je dis, quand je dis non, c'est non. Et en fait, le fait de devenir mère m'a appris à lui dire non. Et vous écrivez d'ailleurs par rapport à cela, je prie pour que la violence de ma famille ne subsiste pas dans nos corps, pour que tu n'en hérites pas. Je prie pour que la perversion ne se transmette pas de génération en génération, pour qu'elle t'épargne. C'est aussi un livre pour votre et vos enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi envie de transmettre finalement? Est-ce que vous avez peur aussi que le passé de cette famille-là ressurgisse chez vous? Alors, en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est que ce silence empoisonne les générations qui suivront. Et je suis absolument persuadée que le fait de parler et de sortir les choses euh, euh, permet aux générations futures d'être beaucoup plus libres. Et si toute ma famille a été en quelque sorte un petit peu empoisonnée, comme on pourrait dire, c'est parce qu'il y a eu en fait d'autres histoires avant, dont je ne suis peut-être pas au courant, qui se sont perpétuées en fait oui, qui font que cette violence peut continuer, voilà. Donc oui, clairement, l'écriture de ce roman, et puis voilà, pour même d'autres familles, pour les générations qui arrivent, je pense que c'est important de parler de toute cette violence silencieuse et d'expliquer comment on peut aller à l'encontre de ça. Et c'est aussi une réflexion sur le corps, parce qu'il y a un passage juste avant où vous dites la difficulté de toucher votre enfant, de toucher ses cuisses, ses bras, comme s'il y avait une sorte de barrière entre lui et vous, comme si c'était tout simplement le passé qui ressurgissait et qui mettait à mal les deux corps qui sont l'un contre l'autre, blottis l'un contre l'autre. Ça aussi, c'est extrêmement fort. Il y a un passage qui est un petit peu long, je ne vais pas le lire, mais peut-être que vous l'avez choisi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a aussi cette notion de difficulté, après avoir vécu cela, de difficulté de confronter les deux corps. Peu importe, peu importe les corps finalement. Oui, c'est tout le problème du viol et de l'inceste, c'est qu'on a un corps qui nous appartient plus, donc on a du mal à se projeter vers un autre corps. Euh, Après, ouais, euh, moi, enfin bon, dans mon histoire personnelle, que je survole un petit peu dans Un été chez Gida, parce que j'ai pas non plus envie de faire des amalgames ou des choses comme ça, mais c'est vrai que
moi, j'ai eu enfin, je suis toujours bisexuelle et j'ai eu une longue période avec des femmes. Et ça m'a permis, en fait, de réapprendre mon corps en fait, presque de me toucher moi-même, en fait, de me comprendre, voilà, de me refaire confiance. Et je pensais, voilà, avoir passé des étapes et finalement, ben, l'enfant arrive et oui, on est, étonné d'avoir toutes ces questions qui nous passent par la tête et de ne pas comprendre pourquoi on réfléchit de cette manière. Et c'est pour ça que c'était un moment qui était pour moi très, très important d'avoir dans le livre parce que euh, finalement, quand on a été abusé, violenté, et je pense qu'on peut en parler aussi pour la violence physique et la violence verbale, on a peur en fait sans faire exprès, on pourrait dire, de le recommettre à nouveau. C'est une crainte qui est là et qui ne part jamais. De manière plus douce, on va aller direction des les vignes, puisqu'il y a de très beaux passages pour le coup, et c'est devenu votre métier. J'aimerais que vous nous parliez aussi de ça, puisque j'ai cru comprendre que vous aviez appris la vigne, entre guillemets, avec Jules Chauvet. Alors peut-être nous parler de Jules Chauvet. Mais ce que j'aimerais citer, c'est citer un de ces passages-là, parce j'ai l'impression que la vigne a joué un rôle aussi capital pour vous. Et vous écrivez, la solitude de la vigne amène à confronter sa confusion, ses contradictions intérieures. Passer plusieurs heures dans cette solitude, avec le seul devoir pour mission, peut rendre fou à la longue. Une folie passagère qui détourne de la société. Je me sens hors système, incomprise de tous. C'est à la fois délicieux et parfois, au milieu de la nuit, angoissant. L'effort et l'endurance, la moiteur et l'excitation que je ressens dans ces rangs que je traverse à répétition me montent à la tête. Là, on sent quand même que ça vous a changé, ça vous a fait évoluer, ça a muté chez vous. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est transformé, et qui vous a fait un bien fou. Euh, et la vie, il y a aussi, dans une deuxième question, j'y reviendrai, mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de ça, de cette mutation de Lolita Sen. Alors, avant de travailler à la vigne, j'étais sommelière et caviste donc à Paris et puis ensuite au Canada. Et j'ai sauté le pas de manière un peu imprévisible, totalement autodidacte. C'est-à-dire que j'ai pas travaillé dans un domaine avant pour apprendre. Je pense que j'avais besoin voilà, de sauter un petit peu dans le vide et d'avoir de nouvelles sensations. Je suis très, très friande de sensations un peu fortes. J'aime bien être bousculée, j'aime bien changer un peu de cap et voilà. Et la vigne, en fait, m'a vraiment prise par surprise. Je ne pensais pas du tout que ça se passe de cette manière-là. C'est-à-dire que je suis passée d'une vie extrêmement active avec beaucoup d'amis dans des mégalopoles ou des grandes villes à une solitude totale et puis surtout à l'apprentissage de quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Euh, et je pense que, alors, aujourd'hui, je le ressens moins parce que maintenant, ça fait 7 ans. Donc, maintenant, quand je travaille à la vigne, il y a quelque chose d'extrêmement mécanique, même si on peut quand même être dans sa tête. Mais à l'époque, pendant les 2 premières années, il y avait vraiment une forme de méditation qui se mettait en route. J'avais beaucoup de moments où je m'arrêtais pour écrire, où je m'arrêtais pour juste réfléchir, et en fait, j'ai vraiment eu cette sensation à un moment de faire de la vigne une amie. J'avais presque plus besoin en fait de relations sociales où la vigne me suffisait et me faisait un bien fou. Très bien. Euh, Tout à l'heure, on parlait de Gida sur son côté peut-être intouchable, une sorte de matriarche, et vous vous adressez à elle souvent, de manière parfois extrêmement, comment dire, forte. Euh, Vous aimez bien aussi, je trouve, dans le roman, il y a beaucoup de prises à partie. Je trouve que euh, vous prenez à partie les personnages en tant que tels. Et ça, je trouve que c'est extrêmement incarné aussi parce que
vous nous embarquez dans votre histoire. Moi, j'ai eu l'impression de faire partie de cette famille. Alors, pas forcément dans le mauvais rôle, hein, j'espère pas. Mais on a l'impression que vous nous embarquez aussi avec vous dans cette famille-là. Cette volonté-là aussi euh, de réclamer, de, comment dire, d'interjecter, de supplier parfois. J'ai eu l'impression que c'est une sorte de cri d'urgence, une sorte d'appel à l'aide finalement. Ce livre, est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que c'est peut-être un appel, un SOS pour dire, étant donné que le silence était si présent pendant des années, maintenant, écoutez-moi. Oui, oui, il y a clairement de ça. Oui, parce que les silences ont été multiples. Ma voix, la voix d'Esther, a été arrêtée à plusieurs reprises, différents moments de sa jeunesse puis de sa vie adulte. Et donc, il ne restait plus que l'écriture, en fait, pour se faire entendre et, et le roman pour avoir toute la liberté d'expression. Euh, oui, c'est clairement un cri. Après, un cri vers où je sais pas. On verra. Est-ce que vous pouvez nous lire un premier extrait, Oui. Lolita? On ne porte plus le burnous de laine épaisse, sans manches et au capuchon pointu. On enfile des pantalons en velours, des pulls à mailles serrées, des chapeaux qui ne couvrent pas les oreilles. Ici, il n'y a pas d'enfants qui crient de joie autour du michoui, le ramadan en hiver ou l'Aïd au printemps. Il n'y a pas les bons ustensiles pour cuisiner, les bons langes pour les bébés. Il n'y a pas la musique qui s'élève au soir de chez les voisins qui sont aussi la famille, le chaud et la vapeur au fond du cœur. Ici, les femmes donnent le biberon. Elles disent salut avec du mascara sur les cils. Elles n'ont pas peur de l'homme ni de Dieu. Ici, les filles sont rebelles. Les garçons portent un foulard rouge et se déplacent à mobilette. Ici, le ciel tombe chaque matin, gris, avec cette pluie qui s'éternise. Ici, pour nous, l'étranger, c'est lui, le français. Alors, il faut s'adapter en faisant semblant. On forme une troupe de bons élèves. Parler la langue, ramener les meilleures notes, faire ses devoirs, obéir, se taire, glisser dans la masse. De l'extérieur, on ne doit pas se soucier. Les enfants doivent faire le moins de bruit possible et s'adapter à cette nouvelle vie. Mais une fois les portes fermées, il n'y a plus de France. On retrouve la ville sur les montagnes du Djoudjoura en Kabylie. Merci. On va prendre une petite photo de groupe. Voilà, avant la prochaine question. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. J'aimerais qu'on parle de Mohand. Je ne sais pas si on dit, si on le dit comme ça, je ne sais pas. On me dirait. Bon, ouais. Mohand, ouais. Bon, oui. Il est aussi protégé, finalement. Lui aussi, on a l'impression que tous les hommes sont protégés. Lui également, notamment par rapport au mariage forcé, pardon. Qui sont légion dans ce livre-là aussi. Alors, il n'y a pas que de l'inceste. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'autres choses, dont les mariages forcés, la violence et tant d'autres choses. Mais le mariage forcé, c'est quelque chose qui est finalement peu abordé en littérature. Euh, alors là, ça se passe en 98, on a oublié de le dire, dans les années 98. Là aussi, le choix et les âges coïncident. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit aussi à travers le regard des hommes celui de Gida, de cette femme-là qui est enfermée lorsqu'elle est enceinte, qui ne sort pas, qui ne peut pas sortir, qui est uniquement là pour créer des enfants, pour procréer. On a l'impression qu'elle n'est là que comme apparat. Et vous lui donnez la parole aussi à Gida, de manière aussi succincte, mais là on sent toute l'émotion et tout ce qu'elle a pu vivre. Et vous parliez tout à l'heure de vase communicant et d'hérédité, là clairement on sent que ce qu'elle a vécu, elle est potentiellement aussi obligée de le faire vivre à autrui. Ça aussi, c'est des moments très forts, mais on sent aussi que le regard des hommes est, est biaisé peut-être par rapport au fait qu'ils soient protégés. On a l'impression qu'ils se sentent extrêmement puissants, totalement puissants, et
Et on voit notamment le personnage de Ziri qui parade finalement, qui parade, il sait ce qu'il a fait, il sait très bien que c'est mal, il sait très bien que c'est illégal, mais pourtant il continue de parader. C'est cette puissance-là, cette toute-puissance-là aussi que vous vouliez démontrer, mais alors vous le faites d'une manière extrêmement subtile que finalement ça paraît presque évident dans cette famille-là. On a l'impression que ça ne pouvait pas se passer autrement. Oui, en fait, avec le personnage de Mohand, ce qui est fou, c'est que sa puissance est toujours là, même avec la mort. C'est-à-dire que il trône dans des cadres accrochés sur les murs de la maison de Gilda. Il est sur toutes les lèvres, alors qu'il n'existe plus, qu'il est mort il y a une dizaine d'années. Sa présence est toujours là et sa puissance est toujours là. Et c'est peut-être parce qu'il y a cette puissance à travers sa mort que ça donne euh, toujours de la puissance euh, aux enfants qui suivent. Euh, Gida, quand elle est mariée avec Mohand, c'est la deuxième femme de Mohand. Et en fait, Mohand a eu une première femme avec qui il n'a eu que deux filles, on va dire, de manière très... voilà. Il n'est pas satisfait, donc il se sépare de sa première femme et il rencontre Gida et avec elle, il va avoir enfin un premier garçon, puis d'autres en suivront. Et c'est vrai qu'il y a ce besoin dans ces familles musulmanes d'avoir un homme très souvent en premier pour l'honneur et la pérennité de la survie de la famille, quoi, de la fratrie. Donc, rien que de naître, en fait, en ayant cette couronne de petit prince, forcément, on grandit en ayant l'impression qu'on a tous les droits. Ouais. C'est aussi l'occasion de parler des harkis, de cette terrible histoire des harkis, qu'en France on oublie beaucoup trop. Justement, là, le fait est que vous les mettez en avant, vous remettez en avant cette famille-là et cette communauté-là, qui ont été longtemps rejetées en France et notamment parquées. Là, pour le coup, alors je ne sais pas si c'est véritable ou pas, mais vous installez votre vigne de manière totalement inconsciente. Comment un miracle, entre guillemets, miracle, c'est pas forcément un miracle, mais en tout cas, un destin aussi frappant, comment vous pouvez installer vos vignes là où vos ancêtres ont été parqués. C'est quand j'ai découvert ça, il y a une part de moi enfin, quelque chose en moi qui s'est dit, mais là, clairement, il y a des étoiles qui s'alignent, il y a quelque chose de l'ordre un peu du mystique, parce que la probabilité pour que j'achète ma première parcelle à 200 mètres du camp de Harki où étaient parqués mes grands-parents, la probabilité est presque nulle. Enfin, c'est comme si, euh, comme si j'étais poussée vers ce destin, vers la découverte de ce destin, comme si, oui, par un peu, ouais, un peu mystique en fait là-dedans. Je ne saurais pas l'expliquer parce que c'est tellement étrange que oui, ça fait vraiment beaucoup réfléchir. Enfin, ça fait poser énormément de questions. C'est des questions un peu étranges parce que ouais, c'est vraiment très bizarre. Et on précise que toutes les traces de ce camp ont été effacées, donc finalement, vous ne le saviez, enfin, vous ne pouviez pas trouver l'information. C'est ça aussi qui est fort. Ouais, c'est transformé en camp militaire et il y a une stèle à côté du camp, à l'entrée, en l'honneur des Harkis. Et j'ai découvert, donc j'étais au courant moi, on me disait le camp Saint-Maurice. Donc, pour moi, quand je me suis installée à Saint-Victor-Lacoste, je n'étais pas du tout, enfin, j'avais pas en tête le nom, le camp Saint-Maurice, mais en fait, c'est Saint-Maurice-l'Ardoise, à côté de l'Audun-l'Ardoise, donc à Saint-Victor-Lacoste.
Et, euh, et j'ai découvert ça il y a à peine 2 ans. Ouais. J'aimerais que vous nous parliez de... Je vous avais demandé de préparer un livre oublié, un livre méconnu qui vous a forgé, que ce soit dans le passé ou actuellement. Lequel avez-vous choisi? Alors, j'ai choisi l'histoire d'Hélène Keller. Donc, je ne savais pas si c'était un livre connu ou, enfin, mais peut-être un petit peu oublié. En tout cas, j'ai pas l'impression que les ados avec qui je discute ou les enfants ont lu l'histoire d'Hélène Keller. Moi, c'est le premier livre que j'ai, premier vrai livre que j'ai lu, en tout cas sans image, vers l'âge de 8 ans. Et l'histoire de cette petite fille m'a totalement bouleversée. Je pense que je me suis extrêmement identifiée à son silence, au fait de ne pas pouvoir parler. C'était, cette fille, Hélène, m'a beaucoup suivie. J'ai relu le livre après 2, 3 fois jusqu'à mes 15 ans. Et en tout cas, je ressentais toute sa tristesse, tout son désarroi, toute sa colère aussi. Et voilà, je me suis beaucoup identifiée, donc ça a peut-être un petit peu forgé mes lectures et mon écriture. Parce que clairement, moi j'aime beaucoup, bon, pas forcément lire des biographies, mais même si j'en lis, mais des autobiographies, mais j'aime beaucoup les lectures à la première personne et qui sont assez proches en fait d'une réalité de l'auteur. Je reviens en attendant sur le personnage de Leïla qui écrit une lettre. Alors, je ne sais pas si c'est une lettre, en tout cas, ça commence par ma chère Esther. Pour le coup, elle dit, puisque j'ai été aussi surpris pendant la lecture, que le mot maman n'apparaissait pas. Et puis on découvre petit à petit, en effet, que très tardivement, il apparaît finalement, et parce que tout simplement, Leïla préfère qu'on l'appelle Leïla. C'est aussi quelque chose qui désincarne la fonction maternelle, cette volonté de supprimer ce mot affectueux, Dans les relations, vous voulez dire? ouais, dans les relations mère-fille. Ah, oui, oui, complètement. Après, comme je disais au début, pour moi, il n'y avait pas d'autre manière d'être élevé, donc je n'y voyais pas d'inconvénient, en tout cas dans les relations. Euh, voilà. Mais oui, pour moi, clairement, ça désincarne totalement la relation. Enfin, même en tout cas, le matriarcat et le patriarcat désincarnent toute relation avec l'enfant. Les relations d'autorité où en fait, il n'y a qu'une seule parole, c'est la parole de l'adulte et où l'enfant est absolument tu et mis de côté. Et comme je disais, un petit soldat, pour l'épanouissement d'un enfant, c'est extrêmement compliqué. Euh, et c'est surtout extrêmement compliqué ensuite de déconstruire tout ça et de casser la pyramide et de reprendre tout à zéro, parce qu'il faut clairement reprendre tout à zéro quand on vit des relations parentales, enfin, entre enfants et parents aussi dures. Ouais. Et sur ce personnage de Layla, c'est peut-être le plus insaisissable de tous, parce qu'elle sait, elle aussi. Elle sait, elle laisse sa fille aller dans la gueule du loup. C'est ça qui est aussi extrêmement frappant, c'est que ce personnage de Layla, on sent qu'elle n'a plus de lien véritable avec la société, avec la famille. Elle n'a plus de lien auquel se rattacher. Elle est un électron libre. Même dans son esprit, on a l'impression elle est totalement perdue. Comment on explique un tel personnage? Alors, peu importe si c'est la réalité ou pas, mais dans le roman, en tout cas, elle est extrêmement insaisissable. On n'arrive pas à savoir si elle est, de quel côté elle est finalement. Et peut-être qu'elle n'est d'aucun côté. Oui, je pense que elle est, euh, d'abord, elle est dans le déni. Je pense que le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment le déni, parce que dès son enfance, dès son adolescence, plutôt quand elle fuit le cocon parental, elle va vouloir rencontrer des personnes qui sont extrêmement différentes
et se fabriquer un petit peu un monde. Elle est dans un déni direct, en fait, de là où elle vient, de sa famille, même si par la suite, elle les voit, elle, euh, elle se construit un autre personnage pour survivre, en fait, à ce qu'elle a vécu dans son enfance. Et par la suite, quand elle voit plus sa famille, le déni grossit et elle, tout ce qui peut toucher à sa famille n'existe plus. Donc, si Esther lui parle de ce qu'elle a vécu, comme ça n'existe pas pour elle, comme elle est dans le déni, bah, y a pas de discussion possible ou de sauvetage possible parce que accepter tout ça, ça serait accepter son passé en fait. Et elle ne peut pas. Et toute sa vie, c'est comme ça en fait. Ça sera oui, un déni permanent pour pouvoir survivre. Ce qui est fou aussi, c'est que une fois de plus, parce que malheureusement c'est souvent le cas, c'est que la victime passe presque pour coupable au sein de cette famille-là. Elle est rejetée, elle est écartée finalement, et on laisse place davantage au coupable, à Ziri. Vous écrivez même pour un des personnages, j'avoue te déclarer à demi-mot que le problème c'est peut-être toi et qu'il serait judicieux de ta part de rester loin de nous. Il y a aussi cette volonté-là d'écarter finalement celle qui... On ne peut pas dire qu'elle fait du mal à cette famille, elle ne fait que révéler la vérité. Mais pour l'ensemble de la famille, en effet, c'est celle qui est le point noir. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que tout est renversé, la preuve est renversée, tout est renversé, les convictions sont renversées. Comment on vit avec cette injustice pour Esther? Alors, c'est une impression, mais c'est parce qu'en fait, la famille est tellement explosée, plus personne ne se parle. Euh, et presque, on pourrait penser que ça a été fait exprès, que plus personne ne se parle. Et donc, dans cette espèce de toile d'araignée où tout le monde est aux opposés, on va avoir une personne qui va dire c'est toi le problème, une autre personne qui va dire ah mais en fait c'est mieux quand personne ne parle mais personne ne se parle entre eux. En fait, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de donc forcément chacun a peur et chacun reste de son côté et et le passé reste le passé, on va pas retourner là-dedans et refaire donc, oui, la personne qui est en fait victime devient le point insupportable, en fait. Elle agace, elle dérange, ouais. Alors que de l'autre côté, Ziri magnétise tout ce qu'il touche. On a l'impression que il est quasiment un hypnotiseur. Voilà, tout simplement parce qu'il est avenant, charmeur. C'est au-delà d'une injustice en réalité. On a l'impression que tout le monde se fait berner, que finalement seule l'apparence compte et que les faits n'existent plus. Alors, c'est peut-être moi qui le décrit, enfin, qui met ce côté apparence en avant. Euh, compliqué, hein. Euh, il y a clairement une injustice, mais elle n'est pas liée qu'à ça. Elle est vraiment liée au pouvoir de masculin, au pouvoir de l'homme sur cette famille, plus que le côté physique. Je pense qu'il y a aussi la famille craint en fait euh, le, le mâle dominant et ils sont peu, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont craints ou idolâtrés. Et donc dans tous les cas, voilà, on laisse passer, ouais. Il y a un passage extrêmement fort, notamment sur cette relation entre Leïla et Esther. Au moment où elle essaye de lui parler, on sent que ça fait déjà des années qu'elle essaye. Elle a déjà essayé une première fois, ça n'a pas forcément marché. Elle réessaye un petit peu plus tard. Il faut que ça lâche. Cette pudeur-là, quand on est enfant,
finalement, à partir de quand on comprend les choses, à partir de quand on franchit le pas, à partir de quand on dit les choses, on nomme les choses. Ça dépend à chacun. Ça dépend la personne qu'on a en face aussi. Ouais, c'est Je clair. pense qu'un enfant est plus à même de parler s'il a une oreille attentive, de la douceur et de la compréhension, et il est plus à même de se refermer totalement s'il est face à de la violence. Euh, Malgré tout, Esther, même si on lui demande de se taire, elle garde son cap et elle, euh, et elle en parle. Toute sa jeunesse et toute son adolescence et toute sa vie adulte, elle en parle. Elle ne se tait pas. Euh, mais pour moi, un enfant est à même de nommer dès son plus jeune âge, ça c'est sûr. J'aimerais aussi qu'on revienne sur les mathématiques, parce que pour le coup, il y a aussi un passage saisissant sur les mathématiques. Je vais le lire puisque ce sera bien plus évident quand je vais le lire que si je l'explique. Les mathématiques n'ont pas de cœur, elles s'appliquent à la virgule près, elles donnent un résultat. Avec les chiffres, rien ne peut vous atteindre. C'est de la poésie sans tendresse, sans émotion. Il faut les pratiquer en respectant les règles, sans approximation. Je me focalise sur les dérivations, variations, produits scalaires. C'est une niche dans laquelle je viens me lever, me cacher. Les chiffres ne mordent pas, ne font pas mal, ils sont plus rassurants que les gestes et les mots. C'est extrêmement puissant de voir qu'une enfant se réfugie dans les mathématiques parce que justement elles sont froides, elles sont implacables. Cette dichotomie justement entre l'émotion d'un amour qu'on aimerait avoir de ses parents, d'une mère absente, d'un père encore plus absent, est-ce que c'est quelque chose qui a forgé le personnage d'Esther? Est-ce qu'on se, est-ce qu'on se cache finalement derrière ça? Oui, c'est un petit peu comme les personnes qui éprouvent énormément de douleur et qui se font encore plus de douleur en arrêtant de manger ou en se scarifiant. Ou, il y a un côté, en fait, il y a un côté se cacher derrière une espèce de froideur, et mais il y a aussi se sauver. Se sauver en ne réfléchissant à rien d'autre que des chiffres, que des nombres. Euh, Enfin, je ne sais pas s'il y a des matheux dans la salle, mais moi, je sais que euh, ressenti énormément d'émotions et de satisfaction surtout, et de réussite et de bonheur de terminer toute une équation, une triple équation, enfin voilà. Et c'est quelque chose qui m'a apporté vraiment beaucoup de bien, beaucoup de. Je trouvais ça, oui, même si c'est quelque chose de froid, ça m'a apporté de la satisfaction et, et on est à l'encontre d'être déçu de soi-même. Je pense que quand on traverse, quand on est dans une famille violente, l'enfant est déçu de lui-même. Il a l'impression de ne jamais réussir à rien, de ne pas être un bon élève, un bon enfant, de ne jamais plaire, de jamais. Et donc, par les mathématiques, par la réussite d'un problème qui dure à peine une minute ou 3 minutes ou 5 minutes, on arrive à avoir une satisfaction qui est directe parce que la réponse est bonne à la fin. C'est c'est plus gratifiant que faire un dessin où il faut avoir le jugement de quelqu'un ou voilà. Voilà. On n'a pas encore parlé de cette violence entre les femmes, finalement, de la famille. Il y a quand même beaucoup de violence entre elles. Alors même si vous ne le mettez pas forcément totalement en avant, on voit par bribes, on voit qu'il y a un petit peu de jalousie, un petit peu comment dire, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'envie entre elles.
et on a l'impression qu'elles ne s'accomplissent jamais véritablement en tant que femmes. Est-ce que c'est le poids du patriarcat qui tombe sur elles? Comment vous expliquez aussi cela? Comment vous expliquez euh, qu'elles sont... Alors, le mot de violence, je ne sais pas s'il est approprié, vous me direz, mais je pense qu'il y a quelque chose de peut-être de malsain entre elles, je ne sais pas. Mais on sent cette gêne. Oui, je pense que les femmes musulmanes enfin, pas forcément musulmanes, mais en tout cas, ces femmes kabyles ont beaucoup souffert. Elles sont comme on le disait, dans un silence. Elles sont presque muettes. On ne leur donne pas la parole dans ces familles. Et elles s'en veulent entre elles, en fait. Elles ont cette espèce de guerre qui va se créer et elles s'en veulent elles s'en veulent de leurs conditions et ça se traduit par de la violence verbale, des gestes qui vont être quotidiens, presque insignifiants et qui sont en fait mis bout à bout euh, extrêmement violents. Euh, Enfin, moi, j'avais l'impression que se pincer, se donner des baffes, enfin, des choses comme ça était quelque chose d'absolument normal euh, au milieu de cette famille. Mais parce que je pense que ces femmes souffrent énormément et que leur manière de s'exprimer, d'exprimer leur angoisse, d'exprimer leur tristesse passe par cette violence souvent physique. Ouais. J'avais Et une on ne s'en rend plus compte à la fin. Elle ne s'en rend même plus compte. Ouais. J'avais une question notamment parce que j'ai été frappé par une page 70. J'ai l'impression que Judith Godrèche vous a lu parce que son dernier discours au César, vous vérifierez, vous regarderez, mais on a l'impression qu'elle vous a lu parce que, il y a une véritable ressemblance où vous vous adressez aux jeunes filles et notamment se méfier des sourires et des enfants trop sages. C'est aussi un appel aussi aux générations futures et même une menace, entre guillemets, une menace dans le bon sens du terme. Est-ce que ce roman-là a aussi vocation à être une alerte, plus qu'une alerte d'ailleurs? Quand, je ne l'ai pas écrit pour faire une alerte du tout. Je l'ai écrit pour parler de cette famille kabyle et pour redonner de la voix à ces femmes. C'était vraiment déjà me redonner de la voix à moi et donner et voilà et casser tous ces silences, aller au-delà de tous ces codes religieux, matriarcaux, patriarcaux. Et pour moi, c'était le but premier de l'écriture de ce livre. Après, s'il a d'autres voyages et qu'il amène à alerter ou pourquoi pas, je suis pas sûre que personnellement, je suis extrêmement touchée par tout ce qui se passe sur le MeToo, sur l'inceste mais je suis extrêmement craintive de ce qui peut se passer dans les 20 années qui arrivent, c'est-à-dire que d'avoir eu la chance, en tant que femme, toutes les femmes, de pouvoir parler, qui est une espèce de renversement et qu'on se retrouve dans un truc un peu à la Servante écarlate, où on a donné trop de liberté aux femmes et qui décident que maintenant c'est bon, on ferme tout. Euh, Malheureusement, enfin, je suis peut-être un peu défaitiste, mais je ne suis pas sûre que mon roman serve d'alerte. Euh, voilà, on verra où ça nous mènera. Mais Vous écrivez d'ailleurs dans le livre que vous avez, alors je ne sais pas si c'est vous ou le personnage d'Esther, qui avait écrit une nouvelle, Louis et Louise, une histoire d'amour entre un homme de 40 ans et une adolescente.
qui ne savent pas qu'ils font partie de la même famille ou qu'ils savent. Vous émettez le doute. Est-ce que c'est une histoire vraie? Vous avez débuté une nouvelle ainsi plus jeune. Comment ça s'est matérialisé dans votre tête? Est-ce que vous avez relu ce que vous avez fait, ce que vous avez écrit? Est-ce qu'il y a comment dire, des jointures, des ponts qui se créent entre ce roman et cette nouvelle? Alors, je ne l'ai pas relu. Il est toujours dans mon ordinateur d'ailleurs parce que j'ai fait suivre au fur et à mesure. J'ai pas relu. Je relis très peu ce que j'ai écrit avant. Euh, Peut-être parce que ça me fait un peu peur. Euh, Peut-être aussi parce que c'est mal écrit. Parce que j'étais jeune et que. Mais ça m'est revenu en fait. Oui, il y a quelques années, je me suis dit, tiens, j'avais écrit ça. Et le propos est quand même hyper étrange. Euh, mais bon, enfin, je l'ai écrit il y a 20 ans, donc je pourrais pas dire si c'était très... Mais le propos, c'était ça. Et donc, j'étais déjà, en fait, dans un prémisse, ou en tout cas, j'essayais de montrer quelque chose. Et je pense que ça se retrouve dans pas mal de nouvelles que j'ai écrites à cette époque. Ouais. J'avais une dernière question par rapport à Gida, parce que j'ai noté qu'elle avait un petit côté Hercule Poirot, notamment quand elle réunissait les individus de la même famille de manière séparée. Je l'ai imaginé dans sa chambre en train de convoquer chaque membre de la famille pour détenir la vérité, pour trouver la vérité. Alors le parallèle est totalement farfelu, mais en même temps, c'est ce qui m'est venu en tête. On a l'impression qu'elle est une véritable enquêtrice. Et finalement, ce roman-là est aussi une sorte d'enquête, hein. On peut le voir ainsi. Il y a quand même différentes facettes du livre. Mais je l'ai imaginé ainsi. Est-ce que dans la réalité, comment elle était finalement? Moi, elle m'a fait aussi penser je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Jean Benguigui dans Le Juif de la Casbah. Là, récemment, on voyait aussi ce personnage-là qui était travesti en femme, Jean Benguigui, mais qui avait cette même aura, ce côté extrêmement, alors de manière totalement différente, puisqu'il était un petit peu plus chaleureux que Gida, mais il y a un parallèle peut-être à faire. Cela étant, comment elle était finalement, Gida, dans la vraie vie? Est-ce qu'elle était aussi silencieuse? On sent qu'elle traverse le livre, alors que finalement, elle n'a pas un si grand rôle que ça dans l'intrigue du livre. Elle est comme une ombre qui passe et qui est une sorte de fil rouge, de passage obligatoire à chaque scène, à chaque chapitre. C'était qui pour vous, Gida, finalement? Gida qui veut dire grand-mère en kabyle, on a oublié de le Mm. dire. Là, qui veut dire grand-mère. Dans la vraie vie, elle est exactement comme ça parce que elle parle pas français, très très peu. Donc, quand elle s'exprime, c'est en kabyle et à la maison, comme on pourrait dire. Enfin, pour ceux qui parlent l'arabe, c'est un petit peu pareil. Bon, il y a ce mélange de phrases françaises, phrases kabyles ou phrases françaises et phrases arabes. Euh, et puis, donc, il y avait des moments où elle était extrêmement silencieuse et beaucoup, en fait, dans l'écoute. C'est une vieille femme. Euh, On sent qu'elle est plus dans l'écoute que dans l'action. On sent elle a ce rôle passif, mais en même temps, elle est active dans l'inaction. C'est compliqué ce que je viens de dire. oui, oui, complètement. Moi, je- j'ai essayé de la décrire au maximum comme elle a pu être avec moi, donc avec le personnage d'Esther. Après, c'est vrai que je pense qu'elle a différentes facettes parce que quand j'en discute avec des cousines, elles la voient d'une autre manière. Il y en a d'autres qui la voient exactement comme moi. Donc, je pense qu'il y avait pareil une sorte de sélection sur les petits-enfants, tout comme il y a eu une sélection sur les enfants. Donc, avec Esther, on donne moins, on donne moins de son cœur, on donne moins de sourire, on donne moins de tout ça. Et avec d'autres, on offre quelques cadeaux, on donne de la présence, de la chaleur. Oui. Est-ce que tout à l'heure vous disiez
que vous aviez coupé les ponts avec votre famille, ou en tout cas en grande partie. Là, vous venez de parler des cousines. Qui a lu le livre? Qui sait véritablement que vous avez écrit dessus? Est-ce qu'on vous a lu? Est-ce qu'on vous a fait des retours par rapport à ça dans votre entourage? Est-ce que certains n'étaient pas forcément peut-être contents des descriptions, mais en tout cas, quel a été le retour? Euh, alors, récemment, j'ai donc repris contact avec deux, trois, euh, je dirais même moins en fait, avec une tante et deux cousines. Et puis il y avait deux cousines que je continuais à un petit peu avoir par texto, mais on ne se voyait plus depuis des années. Et là, on s'est revus récemment. Le livre, Un été chez Gida a très bien été reçu par ma famille, enfin, en tout cas par ces personnes avec qui j'ai des contacts. Elles l'ont lu, elles m'ont chacune demandé si elles pouvaient le donner à leur mère. Euh, je pense qu'il a été lu. J'ai pas vraiment de retour. J'ai des cousines qui m'ont écrit en me disant waouh, j'étais à moitié au courant de tout ce qui s'est passé. Ou alors, je savais pas pour toi, ou j'étais pas au courant de ce qui s'est passé dans notre famille à cette époque-là. Enfin, ça nous a permis de reprendre contact, mais finalement, en fait, le plus gros deuil de cette famille, c'est que ça ne sera plus jamais comme avant. Et ça, il m'a fallu des années pour le comprendre. Et je pensais j'avais peut-être un petit espoir en moi qu'avec le livre, il y ait d'autres contacts qui se renouent, qu'on m'appelle, qu'on m'écrive, finalement pas tant. Et pourtant, ils sont, à mon avis, tous au courant. Et, euh, et voilà, le vrai deuil, c'est ça, c'est que cette famille n'existera plus. Sachant que le livre est sorti il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, peut-être que j'imagine que ça doit pas être si simple de lire le livre quand on fait partie de cette famille et qu'on a peut-être du mal à se voir dépeindre dans un roman. Peut-être qu'il faut leur laisser le temps, peut-être que ça va peut-être arriver, et je vous le souhaite, puisque c'est ce que vous espérez. En tout cas, pas espérer, peut-être espérer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, si ça laisse un petit espoir à ce qu'il y ait d'autres relations, peut-être que ça arrivera. Tout à l'heure, vous parliez de la Servante écarlate et c'est ma dernière question. En 2074, dans 50 ans, comment voyez-vous notre société? Vous avez déjà un petit peu répondu finalement dans 20 ans. Vous avez dit dans 20 ans, mais dans 50 ans, finalement, comment voyez-vous notre société, que ce soit à travers les thématiques que vous mettez, que vous écrivez dans le roman, l'inceste, les violences sexuelles, euh, le mariage forcé, même si en France, logiquement, ça ne devrait plus exister, mais peu importe comment vous voyez notre société dans 50 ans, que ce soit sur ces thématiques-là ou les thématiques que vous souhaitez. Alors, je pense que par rapport aux années 80, on a clairement fait un bond en avant, c'est-à-dire que ce qui était plus ou moins autorisé, accepté, euh, ne l'est ne l'est plus du tout. Et que clairement, en tout cas, la protection de l'enfance, ça, c'est quelque chose qui ne bougera pas. Je ne comprends pas comment ça pourrait bouger. L'enfant est de plus en plus protégé par des lois, que ce soit par rapport au travail ou autre. Donc, sur ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait de modification. Après, voilà, j'ai parlé de mon point de vue par rapport à la condition de la femme. Je me suis souvent dit que la France avait, alors ça va pas être très bien dit, mais 10 ans de retard ou 20 ans de retard par rapport aux États-Unis, dans le sens où les États-Unis font des erreurs et nous, on les fait ensuite, souvent. Euh, Notamment, par exemple, par rapport à toute l'industrialisation. Moi, je le vois très bien par rapport à l'agriculture, des choses comme ça. Bon, les États-Unis sont revenus assez vite aussi à des normes plus en bio, des choses comme ça. L'Europe suit. Mais c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis est très flippant avec Trump, avec euh, cette envie de famille blanche avec la femme à la maison et plusieurs enfants. Moi, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur parce que
Je, j'imagine que le livre de Margaret Atwood n'est presque plus de l'anticipation et qu'on y va clairement. Euh, ça va pas terminer sur une note positive parce que d'un point de vue écologie, c'est pire. On est extrêmement alarmés. En fait, c'est vraiment avec mon mari, souvent on dit Don't Look Up, le film qui est sorti avec Leonardo DiCaprio. Il y a vraiment un côté comme ça, je trouve, en ce moment de notre société de Don't Look Up et qui moi me fait très peur. Après, c'est pour ça qu'il y a l'art, c'est pour ça qu'il y a les livres, pour pouvoir discuter, réfléchir, faire avancer les choses. Et il faut que l'art reste absolument dans les maisons et dans les rues et dans les musées et à l'école pour sauver l'humanité, parce que l'art sauve l'humanité pour moi. Alors rassurez-vous, Lolita, je suis encore à la recherche d'un écrivain optimiste sur cette question-là. Donc, rassurez-vous, vous êtes cohérente. Eh bien, il est temps de nous quitter. Merci infiniment, Lolita, pour. Je sais que le sujet n'est pas forcément facile, encore plus lorsqu'on a écrit un tel livre. Merci pour vos réponses, merci pour vos explications et surtout votre bienveillance, notamment par rapport au fait que j'ai dit que vous étiez sous pseudo. Non, vous n'êtes pas sous pseudo. Lolita Sen est votre vrai nom. Merci beaucoup. C'était un grand Et plaisir. Merci. merci à tous. Merci à tous et au revoir. Et Benoît, je vois que Benoît est là aussi. Au revoir Benoît, je t'embrasse. Bonne soirée. Ande. Bonne soirée. Salut à tous.